Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin, Guérec Hamon, il est référent Jeunes Horizons des Côtes-d'Armor. Il est avec nous en direct dans la matinale, je l'en remercie. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. On va parler de politique, on va parler d'Europe ce matin. Je le disais tout à l'heure en commençant, en présentant l'interview de la matinale. On va parler de la campagne européenne, campagne qui se déroule dans un climat, on peut dire, un peu compliqué. On le voit en tout cas au niveau français aujourd'hui. On voit ces manifestations pro-palestiniennes à Sciences Po, la convocation devant la justice de dirigeants de LFI, Rima Hassan, qui est d'ailleurs elle-même sur la liste européenne, qui conduit la liste, elle ne conduit pas la liste, elle est sur la liste européenne de Manon Aubry, je vais y arriver, et Mathilde Panot, qui sont convoqués par la justice pour avoir tenu des propos, ou en tout cas on leur reproche des propos qui feraient l'apologie du terrorisme. C'est donc une drôle de campagne européenne qui commence. Drôle de campagne, moi je trouve que ça c'est dans le prolongement de cette atmosphère, en fait, environnement depuis plusieurs années. C'est bien de parler des choses qui fâchent. Après, il faut savoir aussi, faut que tout le monde sache comment les recevoir et les traiter. C'est un moment électoral, par conséquent, tout le monde a quelque chose à dire. Un moment difficile. J'imagine que vous faites référence à justement la position de la liste justement pro-européenne. Difficile parce que eh bien il y a un brouhaha en permanence autour de ce qu'est et de ce que n'est pas l'Union européenne. Et je crois que peut-être que la difficulté, c'est justement d'expliquer tous les 5 ans ce qu'est l'Union européenne et non pas l'Europe qui est le continent. Il y a des confusions, des amalgames qui sont faits, et parfois il y en a qui en tirent profit, un bénéfice certain. Donc je n'ai même pas besoin de donner les noms de ces partis-là. Mais c'est vrai que c'est un défi parce que ça peut être technique. C'est très technique parfois, et les échecs, c'est toujours sur le compte de l'Union européenne, et les succès, c'est toujours au nom de la France. C'est plus compliqué que ça. Moi, je vois une chose, c'est que l'Union européenne a su, pendant le Covid, s'organiser. Alors, il faut savoir que dans les traités, le domaine de la santé, par exemple, c'est pas une compétence de l'Union européenne. Et on l'a vu au tout début de la pandémie, c'est-à-dire que sur les tarmacs, tous les pays européens se faisaient de la concurrence. Les Italiens avec les Français allemands, etc., à acheter au plus... c'était déraisonnable. L'Union européenne a dit que ça suffit. Alors on n'est pas compétent, mais on va amener à ce que les États membres parlent entre eux. Et ça s'est bien fait, ça s'est organisé. Il y a eu un investissement massif justement dans la création de vaccins, la distribution de vaccins, distribution au sein de l'Union européenne, mais également dans les pays d'Afrique qui ne pouvaient pas les avoir puisque c'était trop cher. Donc, il y a une solidarité qui s'est... Il y a une solidarité. Alors on dit aujourd'hui non, il faut ramener tout cela, toutes les compétences sur le plan national, cette souveraineté nationale, cette Europe des États-nations, je ne sais plus comment ils l'appellent. Europe des nations. Europe des nations. C'est le terme que l'on entend beaucoup. On l'a vu en fait en 2020, ce qui se passait quand c'était ça la logique. C'est que c'est chacun pour soi. Et il y en a qui tirent leur épingle du jeu, les Américains, les Chinois, les Russes également, avec leur vaccin Spoutnik, dont on ne sait pas trop vraiment le résultat, l'efficacité de ce vaccin. Il y en a qui tirent profit. Donc, pour ces élections de l'Union européenne, il y a un exemple qui a montré que ça marchait, c'était pendant la pandémie du Covid. Il y a des difficultés, c'est sûr, mais on a des espérances dans le domaine du numérique également, avec notamment une stratégie pour faire face aux géants du numérique étrangers. La France toute seule ne peut pas le faire. On le voit avec les difficultés d'Atos qui va être peu ou prou racheté par la France. Est-ce que ça peut permettre de la première pièce d'un puzzle européen d'entreprises dans l'excellence du numérique, dans l'excellence, dans la recherche? Oui, c'est justement les champions européens, il en faut en tout cas. Et c'est ce que Horizon porte également, c'est que c'est la fin d'une Europe naïve. Naïve dans le sens, pas dans le sens où elle l'était sur tous les plans, mais enfin, dans cet environnement, je dirais peut-être depuis l'élection de Trump en 2016,
eh bien, il y a des stratégies agressives. On n'est plus dans le commerce pacificateur. Et l'Union européenne, c'est la bonne échelle, puisque c'est un marché, c'est le plus gros marché au monde. C'est le plus gros continent qui a des capacités intellectuelles en termes de brevets également. On a tout pour être une énorme puissance. Par conséquent, il faut continuer, il faut être stratégique et il faut avancer groupé. Il faut aussi prévoir l'élection possible, le retour de Trump aux États-Unis, l'expansion importante de la Chine, on le voit sur tous les continents, y compris l'Afrique d'ailleurs. Oui. Il faut que cette Europe, cette Union européenne soit forte face à ces changements, à ces bouleversements géopolitiques. Exactement. Et c'est... on est là, on est tributaire finalement d'un vote dont on ne fait pas partie, aux États-Unis, c'est-à-dire on est dans quelle situation? Pourquoi? Parce que justement il y a des. Alors déjà, on n'est pas sûr puisque l'Union européenne c'est une organisation donc régionale mais internationale qui a fait le choix du dialogue entre chaque État membre. Il y a une réflexion là-dessus, justement, comment on prend les décisions. Est-ce que ça doit se faire par cercle d'influence, c'est-à-dire ceux qui sont pour une intégration plus soutenue, ceux qui le sont moins, etc. C'est une réflexion qu'il faut avoir, mais on ne peut pas être tributaire en permanence. Et sans l'Union européenne, on le serait complètement. Vous parlez de la Chine. Oui, la Chine, ça fait des années, ça fait plus de 20 ans qu'elle organise cette influence dans le monde. Les États-Unis l'ont historiquement surtout depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Union européenne, elle l'a construit. Mais elle l'a construit de façon un peu originale. Alors, est-ce qu'il est temps c'est vrai, de revoir les traités, donc de revoir l'organisation? C'est toujours technique, mais il ne faut pas penser qu'en reprenant finalement des compétences souveraines, la France va être plus forte que les États-Unis. C'est faux, parce que les États-Unis vont pouvoir jouer sur comme elle le fait dans l'Union européenne, vont pouvoir jouer sur de la concurrence sur le continent et ça va nous affaiblir. Alors, vous parliez tout à l'heure, Guirec Hamon, de la fin de la naïveté de l'Union européenne. Est-ce que cette fin de la naïveté n'arrive pas aussi avec cette guerre aux portes de l'Union, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, la Russie qui veut conquérir l'Ukraine, hein, c'est bien ça la finalité de la chose, et qui met en danger en quelque sorte la construction européenne, qui met en danger tout simplement les Européens. C'est une question de défense, hein, on entend beaucoup ces jours derniers de réflexion autour de la possible mise à disposition, par exemple, de la force de frappe française pour protéger l'Union européenne. D'aucuns disent que ça va affaiblir la France. Non. Comment dire sur la fin de la naïveté, c'est plus de notre côté, de l'Europe de l'Ouest. Parce que dans l'Europe de l'Est, les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, ça fait un moment qu'ils préviennent un peu. Ils connaissent bien le géant russe. Maintenant, ils subissent des pressions d'ailleurs. Ah oui, mais ça fait un moment. C'est pas pour rien que dans les pays baltes, vous avez, ils ont une capacité de défense contre les cyberattaques qui est énorme pour des petits pays comme ceux-là. Donc eux ont sonné l'alarme. On ne les a pas forcément écoutés. Maintenant, il est vrai que dans l'Europe de l'Ouest, donc, dont la France, c'est vrai qu'il y a une fin de cette naïveté. Mais enfin, naïveté apparente, parce que je pense quand même que les Français, les services français sont quand même assez au courant de cela. Maintenant, dans l'opinion publique, certainement. Encore que parfois, l'Ukraine, ça paraît un peu loin encore. Donc là, ensuite sur la deuxième partie de la question. C'est la protection de l'Europe finalement, oui. par la force de frappe. La France possède l'arme atomique, les autres pays européens ne possèdent pas l'arme atomique, à l'exception de la Grande-Bretagne, mais qui ne fait plus partie de l'Europe, qui est à côté de l'Europe. Donc comment protéger l'Europe? Est-ce que la France doit se défaire de son arsenal nucléaire ou le mettre à disposition de l'Union européenne? Mais de toute façon, dans les traités, il y a une clause de défense. Donc, par conséquent, si un État membre de l'Union européenne est attaqué, il y a une solidarité. Donc, la mise à disposition de l'arme atomique de façon absolue, de toute façon, elle se poserait à ce moment-là. Après, est-ce qu'il faut la partager? Je suis pas sûr, parce que j'ai lu ce matin qu'il n'était pas question en fait de la partager.
ça fait partie d'un discours aussi. On est capable finalement de remettre en cause nos principes et de s'adapter à ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que c'est le bon discours. C'est pareil lorsqu'Emmanuel Macron parlait d'envoyer des troupes. D'ailleurs, c'était pas des troupes militarisées, c'est-à-dire on va aller se battre à la place des Ukrainiens. C'était pas ça qu'il disait. Mais c'est dire que on a compris le danger, on est capable de s'adapter. Maintenant, à vous de savoir où sont les lignes rouges. On est capable d'y aller. Donc c'est un message aussi envoyé non seulement aux États-Unis, mais à tous les belligérants également. Et là, ça se passe... Une forme d'avertissement, finalement. Oui, et avertissement avec une frontière avec ces frontières qui sont celles de l'Union européenne et non pas seulement de la France. C'est avec une force de frappe de l'Union européenne, avec une construction d'une défense européenne. C'est lourd, c'est pas évident, mais enfin, le repli sur soi nous coûterait beaucoup plus cher que de chercher justement des alliances. Et cette alliance, elle existe déjà, c'est dans l'Union européenne. Le discours d'Emmanuel Macron la semaine passée à la Sorbonne, discours qui a marqué, on l'a dit de campagne, on l'a qualifié de discours de campagne. Alors j'avais pas su dire qu'on prenne qui pourra, quelle campagne, la campagne européenne certainement. Discours aussi assez anxiogène, on entend le président de la République qui dit attention, l'Europe peut mourir. Oui, l'Europe est mortelle. Alors mortelle dans le sens, elle peut mourir. En effet, vous avez raison de le dire, et non pas immortelle pour nous. Oui. Elle est mortelle. En effet, je sais comment dire. Si on s'intéresse un peu à l'histoire, il y a des empires qui étaient beaucoup plus grands que l'Union européenne qui se sont effondrés. On pense à l'Empire romain. Alors je ne sais pas s'il était beaucoup plus grand, mais enfin, il était quand même d'une taille impressionnante pour l'époque quand même. Et penser que parce qu'on est né dans cette Union européenne, elle vivra toujours. Non, on voit bien qu'il y a des formations politiques à l'extrême droite et à l'extrême gauche qui veulent vider l'Union européenne de sa substance. Alors on ne parle plus de sortir du Frexit, enfin ça revient au même quand même. C'est en fait dénaturer j'allais dire le sens même, l'essence même de l'Europe, en tout cas de l'Union européenne. Avec un discours qui est complètement contradictoire, c'est-à-dire que on va redonner les pouvoirs, une souveraineté nationale au pays, et finalement on va garder l'Union européenne. Mais c'est une coquille vide, et on en arrivera à se dire, on va se faire marcher dessus par les États membres de l'ONU, les États de ce monde-là. Des grandes puissances, finalement. Oui, et puis dire que revenir sur une souveraineté, ça va nous permettre de nous défendre, c'est faux. C'est faire le meilleur cadeau à tous ces États, justement, États-Unis compris. Ce sont des alliés, mais en termes économiques, ils sont assez redoutables. Les Chinois également, les Russes aussi. Il y a aussi tout le pourtour méditerranéen. Donc, il faut être capable de s'adapter, il faut être capable de discuter. Voilà. On ne discute pas assez aujourd'hui au sein même de l'UE ou même, j'allais dire, entre États membres même. Si, c'est quand même Alors, on peut parler des bureaucrates de Bruxelles, il en faut quand même. Il en faut quand même des gens qui connaissent justement cette base de dialogue. Ensuite, on reproche cette technocratie. Je pense aussi parce que ça doit certainement exister. Mais c'est aussi parce qu'on ne connaît pas bien finalement ce que c'est que l'Union européenne. On ne sait pas. J'en parlais l'autre fois quand j'étais venu. Il y a la Commission européenne, il y a le Conseil de l'Union européenne, il y a le Conseil européen, il y a le Parlement européen. À quoi ça sert tout ça? Il faudrait simplifier quelque part. Ça, c'est une question. Il faudrait très certainement simplifier, mais pas. Faudrait pas sacrifier non plus les idéaux de l'Union européenne. C'est le seul exemple au monde, une organisation régionale qui, dans plusieurs domaines, parvient à des compromis. C'est parfois long, c'est parfois difficile, il faut de la discussion, il faut du combat, mais on arrive à quelque chose, c'est-à-dire que chacun a voix au chapitre. Bon, on voudrait, nous, c'est très français, c'est très français, mais c'est bien aussi de se dire, il y en a un, il décide, et voilà. Sauf que, c'est pas la culture de l'Union européenne, et quand on regarde, par exemple, la culture allemande, dans la culture politique allemande, avec les Länders, l'État fédéral, etc., c'est plus dans une logique de compromis. En France, on a du mal avec ça, c'est historique. En France, les portes claquent. Voilà, mais c'est bien aussi qu'elles claquent, parce que ça permet de faire avancer les choses et rapidement. Mais attention quand même à ce que ce ne soit pas contre-productif. C'est pour ça que c'est difficile de discuter de l'Union européenne, parce que c'est prendre en compte des choses qui sont parfois qu'on comprend pas forcément. C'est sur plein de domaines, c'est
quelles sont les compétences de l'Union européenne, quelles sont les compétences de la France, mais je trouve qu'on met sur le dos de l'Union européenne beaucoup de choses mauvaises. Voilà, alors on parlait de technocratie tout à l'heure, il y a une autre inquiétude aussi, on parlait de l'Europe des nations, on entend beaucoup aujourd'hui poindre l'idée d'une Europe fédérale avec des régions qui seraient peut-être plus fortes. On en avait parlé l'autre fois de cette fameuse autonomie possible de régions en Europe. Alors évidemment, tout de suite on pense un peu par chauvinisme, il faut bien le dire, à la Bretagne. Est-ce que on va demain vers un affaiblissement des nations au profit, au contraire, de régions plus fortes dans l'Europe? Mais c'est tout l'enjeu justement des élections qui se passent d'aujourd'hui. Mais les élections au Parlement européen, ce ne sont pas les seules finalement. On dit que la Commission décide toute seule. Non, elle décide pas toute seule. Elle a l'initiative des lois. Pour faire simple, elle a l'initiative des lois, mais elles doivent passer devant le Parlement européen, qui peut soit modifier ces directives ou règlements, enfin on va appeler ça des lois, ou alors opposer un veto. Donc c'est important. D'autre part, les membres du collège de la Commission, parce qu'il y a plusieurs commissaires européens, il y en a 27, avec un président de la Commission, donc c'est Madame von der Leyen, ils se présentent devant le Parlement européen. Le Parlement européen approuve ou désapprouve. Enfin, il vote pour ou vote contre. Il y a le Conseil de l'Union européenne. Ce sont des politiques nationaux. Ils ont été élus. Donc par des élections nationales, notamment présidentielles ou législatives, ça va dépendre des États. Donc non, il y a une démocratie directe. On demande directement aux citoyens pour le Parlement. Mais dans les autres institutions, il y a une démocratie indirecte, c'est-à-dire que ce sont ceux pour qui on a voté en France, en tout cas pour ce qui concerne la France, qui vont ensuite représenter la France dans ces institutions. Donc, là encore, c'est difficile, mais on n'explique pas, et c'est vrai que ça demande une certaine rigueur dans l'approche. En tout cas, vous l'expliquez très bien, Guéret Clermont. Voilà, c'est important de faire aussi ce point sur comment fonctionne cette Union européenne qui parfois paraît un peu loin. Il y a aussi une source d'inquiétude. Aujourd'hui, on voit les populismes monter un peu partout en Europe. Évidemment, on cite toujours en exemple l'Italie, mais il y a aussi depuis peu la Hollande, les Pays-Bas et d'autres pays. On pense à la Slovénie également. Et la France n'est pas en reste. On voit les promesses de vote pour Jordan Bardella qui représente la liste du RN dans ces élections européennes. On pourrait peut-être rappeler justement dans le fonctionnement de l'Union européenne que si demain le RN envoie 30 députés, c'est ce que l'on dit au Parlement européen, il y a cette fameuse minorité de blocage. Est-ce que demain l'Europe pourrait être bloquée? C'est le risque. Mais tout d'abord, alors j'en profite là justement pour dire qu'il y a 81 sièges sur les 750, je crois, ou 700, je ne sais plus exactement, je devrais le savoir, mais il y a 81 sièges qui sont réservés à la France. Ensuite, ces 81 sièges seront répartis en fonction du pourcentage que vont récolter les différentes listes. Bon, si le Rassemblement national arrive avec 29, 30, 31%, ils vont rafler pas mal de sièges. De là à avoir ensuite une minorité de blocage, c'est possible si dans les autres États membres il y a la même tendance. C'est ce qui semble être le cas pour l'instant. Néanmoins, et je pense que c'est important de le dire, c'est que entre populistes d'extrême droite, ils ne sont pas d'accord. Ils s'entendent pas toujours, non? Ils s'entendent pas toujours, mais c'est tout à fait naturel puisque chacun veut tirer la couverture à soi. Par conséquent, les souverainistes, les nationalistes, c'est plus juste, nationalistes de Hongrie face aux nationalistes en France ou en Espagne, en Italie, ils veulent pas la même chose. Ils n'ont pas les mêmes gains politiques, pas forcément les gains économiques pour leur pays. Non. Les mêmes aspirations finalement. Exactement. Donc c'est ça. C'est ce qu'ils nous proposent finalement. Dire que si le Rassemblement national arrive en tête, l'Union européenne va changer, il y aura une minorité de blocage. Pour faire quoi? On va perdre 5 ans encore? C'est ça le bilan que vous nous proposez? Ils ont déjà un bilan. Il n'est pas très glorieux. Il n'est pas très très glorieux. Donc si on est sur cette logique de tous pourris, etc., vous en avez un exemple flagrant au Rassemblement national. Je ne sais plus, il y avait quoi, une centaine ou peut-être 200 amendements déposés en 5 ans par Jordan Bardella contre, c'était peut-être Madame Toussaint qui en avait
déposé, non, c'était Monsieur Bellamy, 1200 et quelques... Voilà, ils ont été élus, mais ils doivent faire leur travail. Enfin, si c'est pour faire une minorité de blocage et ne rien proposer, c'est pas une solution. Dire, c'est le tout, en fait, c'est le tout ou rien. Soit vous me faites confiance totalement, soit vous me faites pas confiance, et dans ce cas-là, je ne fais rien. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Je comprends que les Français ou même les Européens en aient marre de tout ça, parce qu'on n'explique pas les choses non plus. On les prend un peu de haut. Il faut prendre les choses de haut, mais pas les gens. Et donc, il faut expliquer sans langue de bois, et puis dire que nous aussi, on comprend pas parfois des choses, on vient vers vous et on discute. Je pense que c'est surtout ça, le vote Rassemblement National. En France, on a l'impression que finalement, c'est un premier tour, une espèce de primaire de l'élection présidentielle avec un rejet d'Emmanuel Macron, de la politique d'Emmanuel Macron. Est-ce que finalement, en France, on va voter plus pour la France que pour l'Europe ? C'est la stratégie, en tout cas, affichée. Je me souviens, alors c'était peut-être en novembre ou peut-être un petit peu avant. C'était sûr, je l'avais dit à la radio. Vous étiez venu en parler, effectivement. Et j'avais dit que c'était la stratégie qu'allait utiliser le Rassemblement National. Parce que c'est la seule qui, puisqu'on n'explique pas les choses, ou suffisamment les choses, puisqu'on ne traduit pas ce que c'est que l'Union européenne, eh bien, on revient sur le dénominateur commun, voilà, la France. C'est un vote contre Macron. Non, Emmanuel Macron, le président de la République, il ne sera plus là en 2027. Les députés européens seront là jusqu'en 2029. Oui, il ne peut pas se représenter au niveau de la Constitution. Non, voilà, ce sera son dernier mandat. Donc non, c'est pas ça. Non, faut dépasser ce clivage-là, mais quand on comprend pas ce qu'est l'Union européenne, je comprends bien que c'est difficile de prendre position. Il faut comprendre que le Rassemblement National ne fera pas mieux. Ils ont gagné en 2019, ils étaient fiers de le dire. On arrive en 2024, l'Union européenne n'est pas en meilleur état, ou en tout cas, ils n'ont pas montré qu'ils pouvaient la faire vivre encore plus brillante, quoi. Donc non, et puis il y a des contradictions surtout dans leur composition au sein même du Parlement européen. Ces partis politiques d'extrême droite ne peuvent pas se mettre d'accord. Donc non, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qui va se passer ? On va devoir rédiger un autre traité qui va enlever la substance, ça va encore prendre des années. Non, on perd du temps, et ce temps-là, il est gagné pour les autres belligérants. Je parle de la Russie et de la Chine. Alors justement, la Russie, elle cristallise beaucoup d'attention, de crainte. Il y a cette guerre en Ukraine, il y a plusieurs craintes. Il y a la crainte aussi de certains pays en Europe, et aussi des citoyens européens. On pense aux agriculteurs qui se disent, si demain l'Ukraine entre dans l'Union européenne, ça risque de changer beaucoup de choses. Il y a cette crainte-là, puis il y a une autre crainte aussi, c'est cette fameuse crainte de s'immiscer en fait dans cette élection européenne. En gros, de faire passer des fake news, on a vu ces jours derniers, avec des faux de reportages de nos confrères de TF1 qui ont été détournés pour faire dire ce qu'ils ne disaient pas, finalement. Est-ce que c'est aussi une guerre de l'information ? Oui, tous les moyens sont bons pour nous déstabiliser. Pour les agriculteurs, je comprends totalement. C'est que si l'Ukraine rentre telle qu'elle dans l'Union européenne, ça va créer une distorsion en fait entre la production française ou de l'Union européenne telle qu'elle est et la production de l'Union européenne plus l'Ukraine. Donc oui, il faut prendre ça au sérieux, il faut savoir le travailler. Néanmoins, si l'Ukraine est envahie par la Russie, alors là, c'est leur faire cadeau non seulement de la production de pétrole, de gaz, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent nous tenir diplomatiquement là-dessus, mais faire des pressions, mais également sur le blé, sur les céréales. Donc c'est leur accorder finalement. Donc les producteurs, les agriculteurs, là également, ils seront dans une situation délicate. Donc le choix de l'Union européenne de dire oui, on prend finalement l'Ukraine dans nos bras, dans l'enceinte de l'Union européenne, pour aussi éviter qu'elle ne serve contre nous. Il vaut mieux qu'elle soit avec nous que contre nous. Et quand elle est avec nous, il faut, c'est vrai, réfléchir, parce qu'on voit que la Pologne a eu du mal aussi avec ces moments-là de transit des céréales. Ce sont des choses qu'il faut prendre au sérieux, et il faut écouter également les agriculteurs. Mais je préfère, à titre personnel, que ce soit nous qui nous en occupons plutôt que la Russie.
Avec la Moldavie aussi qui Oui. qui met un petit peu le pied dans la porte pour dire nous aussi on existe et on subit des pressions de la part de la Russie. Exactement, d'où l'intérêt d'avoir une Union européenne qui discute avec tout le monde. Donc on a entendu la Moldavie. Si l'Union européenne avait été simplement, c'est la majorité, on ne l'aurait pas forcément entendu. Donc c'est qu'il y a aussi des bons points. Donc allons-y, on peut le faire. On peut le faire si on fait confiance également. Mais je crois que c'est sur le terrain de la confiance que le bas blesse. Sur les fake news, ça vous inquiète dans les états-majors des partis politiques à horizon, comme d'autres j'imagine, mais ça vous inquiète que ces fake news, on l'a vu, hein, Valérie Hayé a été beaucoup attaquée. Est-ce que c'est quelque chose qui peut d'ailleurs faire basculer une élection ? Complètement. En 2017, il y avait déjà eu des tentatives de la Russie sur l'élection présidentielle en France. Il y en a eu en 2016 aux États-Unis. Ça existe. Ça inquiète. Mais moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est que ces fake news, finalement, il y a des partis politiques qui s'en arrangent. Donc, c'est-à-dire, ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Pour parler une poignée de secondes, M. Bardella n'est pas en reste. Seulement lorsqu'il faut discuter plusieurs dizaines de minutes en face à face avec une responsable politique comme... Voilà, il y a eu plusieurs invitations, là ça se débine. Donc ça montre bien quelque chose, c'est que c'est finalement la fin justifie les moyens. Cette élection doit être là aussi pour dire aux politiques en général, non, on ne nous prenez pas pour des imbéciles. Donc il y a les fake news, ne les croyons pas, mais dans ce cas-là il faut aussi expliquer, je reviens à ce que je disais, il faut expliquer aussi les choses, et pas avec la hauteur... qu'on peut parfois ressentir justement sur les gens, quoi. Il faut expliquer les choses, faire attention aux fake news, mais ce qui m'inquiète, c'est effectivement ceux qui les utilisent et qui sont bien contents. Dans un autre domaine, on a ici en France, je parlais en commençant, et ce sera quasiment ma dernière question, d'un climat assez délétère. On voit Jean-Luc Mélenchon qui agite beaucoup la sphère politique actuellement, et là encore un autre conflit qui s'invite, le conflit entre Israël et le Hamas. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui est de nature à vous inquiéter, là encore, dans les états-majors des partis politiques ? Si vous voulez, c'est dans la personnalité de Jean-Luc Mélenchon que de surgir. Comme ça peut faire du bien parce que ça fait vivre aussi la politique, mais là encore ça demande ce genre de conflit, ça demande aussi une certaine réserve, une certaine intelligence. Monsieur Mélenchon est capable de philosopher sur beaucoup de choses. Je crois que sur ce sujet-là, on se rapproche plus de l'émotion que de la raison. Donc on voit quelqu'un qui s'énerve, contre l'injustice, etc., mais ce combat-là, j'ai l'impression qu'il est un peu contre-productif aussi. C'est-à-dire qu'on sépare les choses de façon très catégorique, alors qu'elles devraient être analysées de façon calme, et là encore, expliquer les choses. Un tout dernier mot, il nous reste une poignée de secondes. Guirec Hamon, le président de la République s'est exprimé, on le disait tout à l'heure, à la Sorbonne, la semaine dernière. C'était un discours de campagne pour être un jour un président européen ? Allez, c'est la question subsidiaire. C'est plus un discours pour l'histoire, peut-être, que de dire un président européen. La question de l'Europe fédérale, elle n'est pas du tout d'actualité. L'Europe n'est pas du tout encore assez mature. Voilà, elle n'est pas encore prête. Non, il faut des cercles d'influence, mais petit à petit. Guirec Hamon était avec nous, référent Jeunes Horizons des Côtes-d'Armor, qui nous a expliqué, j'allais presque dire de main de maître, comment fonctionne cette Union européenne. Essaye. Un petit peu compliqué, il faut bien le dire, même pour nous les journalistes. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.